Bonjour à tous, bienvenue dans Revenu et Cause. Alors aujourd'hui, j'accueille Adrien Vicard. Adrien, bonjour. Salut Benjamin, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ravi Très très de bien. t'accueillir ici. Donc toi, tu es Country Manager France chez Tim Taylor. Et aujourd'hui, on va discuter pour décortiquer un défi que beaucoup d'entre vous vivent, je pense, à savoir comment transformer son architecture commerciale quand on change de segment. Donc Adrien, toi, tu as un peu cette expérience rare d'avoir navigué entre trois cultures de vente assez opposées. Apple, que tout le monde connaît, aucun variable pour les commerciaux. Welcome to the Jungle, très connu aussi, avec une grosse traction en inbound et un modèle de variable très collectif. Et aujourd'hui, Tim Taylor, peut-être un peu moins connu par le grand public, mais donc avec un modèle qui est plus orienté chasse et un variable ultra individualisé. Et surtout, en ce moment, tu mènes une première spécialisation d'équipe chez Tim Taylor, 32 sales qui sont non segmentés, que tu es en train d'organiser vers un mode verticalisé avec des BU plutôt Enterprise, Mid-Market et SMB. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, le playbook pour convaincre son organisation à déployer une transformation commerciale. L'art de la rémunération variable, je l'ai dit un petit peu en intro, mais selon le contexte. Et les secrets aussi un petit peu de comment passer d'une organisation qui était 90% inbound chez Welcome à quelque chose de beaucoup plus chasse chez Tim Taylor. Mais donc voilà, Adrien, bienvenue. Je te laisse te présenter. Là encore, merci pour l'invitation. Ça nous fait pas mal de sujets à creuser ce matin et des sujets que j'adore. Pour me présenter, je vais faire hyper simple. J'ai 40 ans. J'habite à Marseille depuis un peu plus de 2 ans. J'ai la chance d'être le papa de deux petites filles de 6 ans et 9 ans. Et donc je suis aujourd'hui, comme tu l'as bien introduit, Country Manager France chez Tim Taylor. Pour redonner un petit peu de contexte, Tim Taylor, c'est un outil de gestion de candidature, un ATS, qui a été créé il y a un peu plus de 12 ans en Suède et qui aujourd'hui opère dans 37 pays. On a un peu plus de 12 000 clients. C'est un produit B2B, donc c'est peut-être pour ça que c'est aussi un peu moins connu par le grand public que mes expériences que j'ai pu avoir précédemment chez Welcome to the Jungle ou Apple, qui sont aussi des marques très exposées au grand public. Peut-être que pour creuser aussi un petit peu le poste, ce que je fais aujourd'hui chez Tim Taylor dans la fonction de Country Manager France, il y a une première partie qui représente la majorité de mon travail, qui est d'animer l'équipe commerciale en charge de l'acquisition des nouveaux clients, comme sur un rôle que l'on peut voir de directeur commercial, de head of sales, en termes de postes dans plein d'autres boîtes. Donc cette équipe, elle est composée de 32 sales, et on va en parler après sur l'architecture, et de 4 sales team managers. Et ensuite, il y a aussi le travail que je mène avec Charlotte, qui est en charge du marketing chez nous pour construire la notoriété, l'autorité et la confiance envers la marque, et le travail avec l'équipe partenaire. C'est les channels, le réseau de distribution que l'on a sur de l'externe avec et des partenaires technologiques et des agences de communication RH. Pour faire le parallèle avec je sais pas, Apple par exemple, c'est quand Apple distribue à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger ou en ligne. Et puis peut-être pour refaire un petit peu le chemin en arrière et essayer de rester quand même, de faire ça en version accélérée. Précédemment, j'ai fait 5 ans chez Welcome to the Jungle où j'étais en charge de l'acquisition des nouveaux clients. Donc je suis arrivé, on était une centaine de personnes et je suis parti avec un peu plus de 400 personnes. On est passé de 10 à 40 millions, donc c'était la phase 2019-2024 où le sujet de la marque employeur est vraiment venu être au centre des débats. Beaucoup de sociétés qui ont eu cette nécessité d'attirer les talents post-Covid avec beaucoup de gens qui se sont posé la question du travail et le média de Welcome qui répondait à ces enjeux-là. Donc c'était un vrai élan incroyable et vraiment un moment que j'ai adoré dans ma carrière parce que c'était une boîte qui avait et qui a toujours d'ailleurs une philosophie vraiment transformative pour avoir un gros impact sur la société, sur comment est-ce qu'on perçoit le travail aujourd'hui et comment est-ce que en tant que média on peut aider les gens à prendre des bonnes décisions et des décisions plus éclairées. Et puis il y a eu aussi le travail avec une équipe qui était géniale pour acculturer les gens au sujet de la marque employeur, travailler sur un nouveau produit, changer la vie des boîtes en attirant les gens différemment. Donc c'était vraiment génial. Et puis avant, pendant 8 ans, j'étais chez Apple où j'ai eu 4 rôles, mais j'ai toujours été dans des rôles pour développer le B2B à travers les Apple Store. Donc au départ, dans les Apple Store, pendant
3 ans et demi, 4 ans. Ensuite, je suis parti à Cupertino, au siège d'Apple, parce que j'avais soumis une idée pour pouvoir automatiser la détection et l'enregistrement des ventes entreprises dans les magasins. Donc c'était incroyable. Et je suis revenu en France et je suis passé manager à l'Apple Store d'Opéra, qui est une énorme machine et qui est vraiment un endroit iconique pour Apple. Et à la fin, j'étais au siège d'Apple en France, où j'étais en charge des 100 plus gros clients et enterprise et start-up françaises. Donc c'est là que j'ai mis un pied dans l'écosystème et j'ai vu aussi des boîtes hyper cool qui avaient une façon de fonctionner qui correspondait au rythme que j'aime bien, qui est un mélange entre, je pense, de la vélocité, un focus produit, des équipes qui sont jeunes, qui sont concentrées, qui ont besoin d'organisation. Et j'avais démarré ma carrière, je fais le fil, je remonte le fil dans l'autre sens, mais en Chine, à Shanghai, dans l'organisation d'événements, de salons B2B et B2C. Et qui était un moment aussi incroyable parce que c'était le moment où la Chine s'ouvrait sur l'international et c'était génial de commencer dans un environnement comme ça, multiculturel, complètement différent de ce que j'avais connu en grandissant. T'as longtemps eu en fait un peu la frontière B2C, B2B jusqu'à Tim Taylor. En fait, t'avais un peu cette double casquette dans les expériences que t'as eues, quoi. Ouais, t'as raison. Et en plus, c'est une question que je me suis posée pendant mon expérience chez Welcome, d'essayer toujours d'identifier quel est le fil rouge, en fait, de ton expérience. Et c'est en la comprenant que je pense que tu deviens meilleur sur ton expertise. Après, est-ce que tu es capable de pouvoir vendre et là où tu es capable d'identifier peut-être des patterns, des frameworks à dupliquer. Et en fait, même en commençant en Chine, c'était des événements et B2B et B2C, mais il y avait, tu vois, ces deux enjeux. Événements B2B, mais tu avais besoin de faire venir dans des salons une audience qui était B2C. Mm. Ensuite, chez Apple, c'était comment est-ce que tu arrives à faire augmenter la part de vente du B2B dans un environnement qui était les retail stores B2C. Chez Welcome, moi, mon rôle, c'était de réussir à embarquer l'équipe sur une stratégie de développement d'acquisition pour réussir à maximiser le nombre de sociétés qui nous font confiance. Et en même temps, tu as 3 millions de personnes qui sont du B2C, qui viennent consulter le média et qui cascadent. Et ce que tu vends, au final, c'est la matière première, c'est les candidats aux entreprises. Et au final, chez Tim Taylor, c'est aussi quelque chose que tu as, dans le sens où on vend une solution qui est 100% B2B, mais c'est aussi les candidats qui candidatent directement Mm. sur notre plateforme et à travers l'outil de gestion de candidature. Donc je pense que tu as raison. C'est un peu le fil rouge Ouais, c'est ce que je retrouve dans chacune des 4 expériences. finalement, ouais, tu restes encore un peu proche de cette approche-là chez Tim Taylor. Du coup, c'est une bonne transition. Je pense qu'on peut se concentrer déjà sur ton expérience là chez Tim Taylor, parce que ça fait bientôt 1 an que tu es là-bas. Tu me disais que historiquement, vous étiez très focus mid-market, mais là, vous remontez un peu vers de l'enterprise, donc ça change quand même pas mal de choses. On a déjà pas mal parlé dans ce podcast, mais toi, ton constat, c'est t'arrives, l'organisation n'est pas forcément alignée avec cette target là pour monter un peu up-market sur de l'entreprise, ni pour le scale. Donc, sur quoi tu te bases déjà quand tu arrives pour dire ça et comment tu abordes un peu ce challenge? C'est hyper intéressant comme question parce que ça fait un peu partie, je trouve, de l'humilité que tu dois avoir quand tu arrives dans une nouvelle boîte, d'essayer de prendre 5 ou 6 semaines pour comprendre comment fonctionne l'organisation, qu'est-ce qui fait sa force. Tu vois, moi j'ai eu la chance d'arriver dans une entreprise là avec Tim Taylor où il y avait déjà 10 000 clients début janvier. La boîte opère dans 35 ou 36 pays. Avec 500 personnes et 250 sales. Donc c'était une organisation déjà un peu différente de ce que j'avais connu précédemment. Et peut-être pour redonner un peu de contexte, chez Welcome to the Jungle, c'était une société de 400 personnes. En acquisition, il y avait une cinquantaine de personnes. Au prorata, ça représentait 12-13% de la boîte. Là, on a une organisation où 50% de la boîte, c'est une population acquisition. Donc on est vraiment dans une phase de scale qui se base sur l'exécution commerciale et, si on doit encore redescendre, sur l'acquisition. Et sur l'acquisition qui passe par un déploiement horizontal sur l'intégralité des pays sur lesquels tu es en capacité d'exécuter, de déployer commercialement rapidement. Ça, c'était mon premier constat. Le deuxième constat, c'était qui est le client idéal. Sur les 10 000 clients aujourd'hui de Tim Taylor, en tout cas en arrivant, et c'est le même mix aujourd'hui, sur les 12 000 clients, 55% des clients sont des sociétés de moins de 100 employés. Ensuite, en regardant la photo, donc ça c'est ta base de volume, qui l'utilise le plus et quel est notre ICP? C'est plutôt les sociétés
nous, ce qu'on considère mid-market, parce que les acronymes qu'on envoie sur du SMB, mid-market, enterprise, ça dépend toujours du quelle est la boîte, quel est ton produit et quel est ton ICP. L'enterprise chez Apple, c'est pas le même enterprise que chez Tim Taylor, ni Welcome to the Jungle. Donc il y a besoin déjà d'avoir un langage homogène au sein de la boîte pour savoir de quelle typologie de compte on parle. Et en arrivant, je me suis rendu compte que le client idéal de Tim Taylor, notre ICP, c'était des sociétés entre 100 et 500 personnes parce que c'était les sociétés qui avaient le plus besoin du produit. C'est les sociétés qui ont déjà euh, leur premier, leur premier recrutement, qui ont besoin de professionnaliser leur recrutement ou qui ont déjà un outil de gestion de candidature et qui ont besoin d'avoir l'outil le plus à jour possible. Et tu as deux types de populations chez Tim Taylor, dans les gens qui acquièrent le produit. Tu as les gens qui switch, qui avaient déjà un outil de gestion de candidature précédemment. Ça, c'est 55% de nos nouveaux clients. Et tu as 45% des clients qui sont plutôt des gens qui adoptent la technologie. Donc, tu es encore dans une phase d'acculturation au marché et dans une phase d'acquisition qui est extrêmement forte. Sur ces 6 premières semaines, il y a eu plusieurs constats que j'ai eu la chance de pouvoir faire. Donc déjà, j'ai eu le temps. Tu vois, tu as aussi ça comme peut-être learning que je peux partager. Moi, j'ai eu le temps grâce à, tu vois, ma boss, je pense au cadre et à la culture de Tim Taylor, d'avoir une phase d'onboarding dans laquelle j'ai pu faire un rapport d'étonnement, créer, et j'en parlerai peut-être après, tu vois, ma vision à 2 ou 3 ans, qui est quelque chose que j'ai appris chez Apple et qui est hyper fondamental pour moi pour avoir des convictions sur les perspectives qu'il faut réussir à dresser pour l'entreprise et comment est-ce que tu vas embarquer l'équipe dans une mission collective. Mais les 3 ou 4 premiers constats, c'est le premier, notre client type, c'est un client SMB, mid-market. Et c'est là où, quand tu regardes le paysage des entreprises en France, ça correspond où là où tu as le plus de volume. Donc c'est hyper intéressant pour nous en termes de profondeur de marché. Le deuxième, c'est on commence à avoir quelques clients enterprise. Les clients enterprise chez Tim Taylor, c'est des boîtes de plus de 1000 collaborateurs. J'avais eu les mêmes signaux chez Welcome to the Jungle. Moi, j'aime bien ce type de signaux parce que ça veut dire que tu commences à avoir un produit qui répond à un besoin assez transverse en termes de typologie, ce qui a mené plusieurs réflexions derrière pour moi, mais sur des paniers moyens qui sont, tu vois, entre 40 000 et 200 000 euros, VS un panier moyen actuel qui était plutôt aux alentours de 7 000 euros. Et donc ça, c'était le deuxième constat, c'était c'est cool, la boîte commence à avoir une traction sur les différents segments, un taux de churn qui est assez similaire en fonction des typologies, donc tu te rends compte que tu as un produit qui est duplicable sur différents types de clients. Et après, il y a le troisième, est-ce que c'est le bon moment en termes de marché, en termes d'élan, en termes de trend. Le marché des ATS, qui est un marché finalement assez récent, c'est un marché qui a un rythme de croissance depuis 4-5 ans, de 10 à 12% par an, globalement. Tu as 25% des boîtes seulement qui en sont équipées, et les boîtes qui en sont le plus équipées, c'est plutôt des acteurs qui sont déjà assez consolidés et qui ont eu des enjeux de recrutement assez massifs ou qui ont l'habitude d'avoir, tu vois, des équipes talent acquisition, des équipes RH structurées. Là où tu as le plus d'enjeux, ça reste quand même sur SMB et mid-market, ce qui est assez logique parce que tu es sur des produits avec un coût, des produits qui vont un petit peu changer ta façon de fonctionner en tant que département RH ou même au départ quand tu n'as pas de département RH. Donc c'est un produit qui arrive dans un second temps. C'est pas le produit qui arrive en step one comme le produit de communication en interne ou tu vois l'outil financier. Tu as dit plein de trucs assez intéressants et je vois surtout que tu as beaucoup de chiffres. Tu maîtrises un peu les métriques, ce qui est très 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 bien. Et c'est pas moi en tant que RevOps qui va te dire l'inverse. Est-ce que quand tu arrives, les chiffres sont déjà là, tu arrives à t'appuyer dessus ou tu es obligé quand même de construire un peu cette approche plus structurée? Alors déjà, tu as raison, j'adore les chiffres. Je vais te faire une réponse peut-être en 2 temps. La première, il y a quelque chose qui m'a hyper agréablement surpris en arrivant. La consolidation de la data était déjà hyper bonne sur un certain volet qui était le volet run opérationnel. C'est-à-dire pour avoir la photo du nombre de clients gagnés, de la comparaison avec l'année précédente, de savoir quel était le mix entre l'inbound et l'outbound, de savoir quels étaient les secteurs d'activité que l'on arrivait à signer. Tout était nickel et en temps réel. C'est quelque chose qu'on a mis du temps à construire et qu'on a réussi à avoir chez Welcome to the Jungle. C'est quelque chose qui n'existe pas chez Apple. Donc je suis arrivé en me disant, c'est génial, il y a déjà plein de data live que je peux exploiter, ce qui a aussi
été un énorme avantage pour moi au départ pour me faire mes convictions. Et ça a été un des premiers constats pour moi, c'était de me dire, ok, je vais regarder le mix de ce qui vient de l'entrant, ce qui vient du sortant. Quelle est la part qui vient des partenaires? Quelle est la vélocité de vente? Est-ce qu'il y a des distinctions entre la vélocité de vente SMB, mid-market, enterprise? Et donc, tu accumules et tu essayes de prendre toutes ces datas-là pour te forger des convictions et tu essaies de le faire sur des fenêtres de temps qui sont assez longues. C'est pareil, la fenêtre de temps, ils avaient implémenté ça s'appelle un Data Studio avec Looker depuis début 2024. Donc, j'avais déjà 1 an de data. Ça aurait été idéal de l'avoir sur 3 ou 4 ans, mais 1 an de données avec ce rythme d'acquisition commerciale, ça me permettait de comparer aussi les distinctions entre les marchés. La France, c'est désormais le 2e plus gros marché de Team Taylor. C'est intéressant de le regarder VS le plus gros marché, puis c'est intéressant de le regarder sur des marchés qui sont en train d'ouvrir pour voir si tu vois des distinctions. Le deuxième, c'est qu'il n'y avait pas de département RevOps. Ça a été vraiment un des feedbacks que j'ai fait au bout des 6 semaines pour avoir vu l'importance et l'impact d'un département RevOps chez Welcome to the Jungle. C'est une des premières recommandations que j'ai fait à mon leadership. C'était, on avait besoin, je pense assez rapidement à cette phase de scale, d'un département RevOps avec des gens qui allaient pouvoir nous aider sur l'interprétation de la donnée, des gens qui allaient pouvoir continuer de nous aider sur la capacité à pouvoir harmoniser et nous donner des stratégies, que ça soit prix, discount, qui soit applicable. Et là qu'on a commencé à mettre en place, des gens qui allaient pouvoir avoir un impact aussi sur la façon les différents chemins de vente en fonction des typologies et les attributs. Et là, tu vois, c'est génial. On a monté un département RevOps Monde depuis le début de l'été. Il y a 6 personnes qui viennent d'arriver. Et on commence à avoir les premiers impacts. Tu vois, le premier impact que l'on a eu sur le mois de septembre, donc ils ont opéré rapidement. Et je vais te donner comme ça 3 ou 4 gros chantiers sur lesquels eux ont déterminé qu'il y avait besoin d'avancer. Le premier, c'était comment est-ce que l'on fournit aux équipes commerciales un support qui va nous permettre d'améliorer notre closing. On a un taux de conversion qui est hyper haut. En tout cas, moi, je trouve avec autant d'outbound, on fait 70% des ventes sur de l'outbound chez Team Taylor et presque des fois 80%, tu vois, en France. On a sorti un ROI calculator qui était essentiel pour nous parce que dans un marché qui est aussi compétitif que les ATS, tu as 140 acteurs. Ce que les prospects veulent voir, c'est à quel point ton produit est capable de pouvoir avoir un ROI, un impact direct sur ton coût. Et ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont sorti et qu'on utilise déjà avec toutes les équipes. Mais cette équipe RevOps, elle a déterminé plusieurs gros chantiers. Un chantier autour de notre stratégie de prix, un chantier autour du modèle de commissionnement. J'imagine qu'on va recreuser la question. Il y a un modèle de commissionnement qui est incroyable chez Team Taylor. Et peut-être qu'on arrive à un stade où il va se différencier en fonction des différents challenges que l'on va avoir sur les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont pris aussi dans leur scope. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on a besoin d'avoir et de l'expertise d'un département et de l'utilisation de la donnée qui va nous permettre de pouvoir passer d'un mode sentiment à un mode conviction et à un mode exécution-application. Et je trouve que pour ça, il faut que tu puisses utiliser la donnée et il faut que tu puisses avoir un champ d'expertise qui est différent de ce que toi, tu vois quand tu es dans une position commerciale. Et les RevOps, donc, ils sont tu dis centralisés, donc ils sont transverses, ils sont monde. Toi, tu es France, donc tu es très local. Donc, tu as tes problématiques et on y reviendra peut-être après. Tu as cette notion de transformation de l'organisation pour segmenter et spécialiser un peu les rôles. Comment tu travailles au quotidien avec ces équipes RevOps qui semblent clés pour toi, pour déployer une... C'est un département qui a démarré en juillet, donc tu vois, je reste aussi super humble sur le fait que les routines que l'on met en place en ce moment vont prendre au moins 6 ou 9 mois à pouvoir porter leurs fruits. Pour l'instant, les phases dans lesquelles on opère, il y a eu une première phase qui a été menée par Lennart, qui est notre Head of RevOps, qui a été de venir sonder les country managers, plusieurs sales managers, le leadership sur les plus gros chantiers et qu'il a consolidé. Tu vois, il a fait une première phase qui était hyper intéressante. Je l'ai mis en relation aussi avec la Head of Operation de chez Welcome, que je connaissais hyper bien parce que c'était quelqu'un qui venait d'Operation B2C et là, on est en Operation B2B, notamment pour supporter des équipes commerciales. Et donc, les enjeux
je pense, sont très duplicables, notamment sur l'utilisation de la donnée pour pouvoir opérer. Mais l'utilisation et la priorisation, je pense, pour des équipes commerciales, ça revient assez globalement sur différents champs d'application. Mais c'est, euh, tu vois, l'enablement commercial, l'utilisation de la donnée, euh, la transformation des prix, les profondeurs de marché pour pouvoir travailler sur les architectures commerciales. Et donc nous, lors de la première discussion, on a pris une heure et demie pour parler de ça. Et il était dans une phase d'exploration, surtout sur c'est quoi tes plus gros chantiers. Moi, je lui ai dit, le plus gros chantier que j'ai, c'est de trouver la meilleure architecture possible pour la phase de scale dans laquelle on est. Et donc pour ça, j'ai besoin d'avoir de la donnée. Et la donnée que j'ai aujourd'hui, elle est intéressante, mais elle manque de profondeur. Tu vois, la profondeur dont j'avais besoin, ça nécessitait d'aller et croiser les données de vente, les données marché et les données Mm. du CRM, plus potentiellement faire appel, et on avait de la donnée pour ça, puisqu'on a eu la chance de faire un plan 2030 chez Tim Taylor sur les projections que l'on était en capacité d'estimer sur les 3-4 prochaines années, sur les industries sur lesquelles on a des taux d'adoption qui sont meilleurs, des données sectorielles, tu vois, qu'on allait pouvoir utiliser, et des données concurrentielles. Donc il y avait besoin un peu d'avoir le mix de toutes ces informations, tous ces tableaux de bord, pour que ça soit un mix historique, un mix du présent et un mix futur. Donc ça, c'était le premier gros volet que j'ai abordé avec lui. Après, il y avait un volet commissionnement, le commissionnement des équipes commerciales, notamment dans une phase où tu réfléchis à pouvoir changer la segmentation. Ça va avoir un impact. Ton modèle de commissionnement, euh, c'est une sorte de rouage, tu vois, dans la machine commerciale qui est hyper Ouais. important, hein, et qui nécessite d'être vivant. Le modèle de commissionnement précédent n'est peut-être pas celui qui va nous permettre de pouvoir continuer à grandir sur les prochaines années. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais besoin, moi, d'avoir ces learnings pour qu'on puisse tester plusieurs modèles. Est-ce Mm. que le modèle que l'on a en ce moment, s'il avait été configuré d'une autre manière, depuis le début de l'année, par exemple, qu'est-ce qu'il l'aurait donné comme résultat? Combien de sales auraient été à la target? Là, on est sur Mm. des modèles, on va en parler après, mais qui sont semestriels, cumulatifs. Moi, j'avais besoin d'avoir une photo. Est-ce que on est sur du trimestriel cumulatif? Est-ce qu'on est sur du non cumulatif? Est-ce qu'on passe sur du annuel? Est-ce qu'on passe sur des paiements pas mensuels, mais bimensuels? En fait, tu dois tester des options pour te dire, OK, quel est le meilleur modèle et celui qui apporte le plus de résultats, tout en ayant la logique finance également. Tu as celui qui va amener le plus de motivation, d'engagement, de plaisir aux équipes commerciales, et tu as aussi, est-ce que ce modèle, il est rentable? Et Mm. donc, le département RevOps, il t'amène ces deux cerveaux. Il t'amène le cerveau émotionnel et il t'amène le cerveau rationnel. Et il est entre tous ces départements, tu vois, quand on a une idée commercialement, tu vas pouvoir aller la tester financièrement. Et ça, c'est hyper intéressant. Et pareil, sur les logiques, un petit peu de construction d'équipe, j'ai besoin de tester la profondeur des modèles. Combien de personnes on a besoin d'avoir par équipe? Quel est le bon niveau de target, tu vois, individuel? Bon, bah ça, c'est aussi un enjeu quand tu as des équipes qui montent, de comparer un peu tes ratios pour savoir si on est d'une compétitif ou pas, de deux, de pouvoir en parler aux équipes commerciales, parce que ça marche aussi dans les deux sens. Tu vois, un département RevOps, c'est pas seulement un département à qui tu envoies de l'info et à qui tu as des requêtes. Moi, j'ai aussi besoin d'avoir des insights que je puisse être en capacité de partager aux équipes commerciales. Et clairement, je pense que c'est un peu, on entend beaucoup parler de ça, comment les RevOps deviennent plus stratégiques, plus tu vois à la table des décisions, comment pousser de l'info, etc. Et je pense qu'effectivement, tu as complètement raison, ça va dans les deux sens. Et c'est aussi à eux de faire des recos qui ont du sens parce qu'ils ont la vue beaucoup plus transverse enfin, sur l'impact du revenu au global de toutes les équipes. Donc effectivement, c'est un chemin intéressant pour les RevOps. On n'a pas Et forcément attends, dit. et je rebondis Vas-y. sur ça, mais en fait, plus que de partager leurs recos, en fait, il faut leur donner la parole. Ouais. Et il faut valoriser, tu vois, un département comme ça. Moi, c'est comme les départements qui sont enfin, tu vois, en support des équipes commerciales. Là, on a de la chance d'avoir un département légal, un département Customer Success Support. Tu vois, moi, j'ai une tribune mensuelle sur laquelle, à chaque fois, je donne la parole à quelqu'un de l'externe pour qu'on puisse partager et surtout valoriser le travail qui vient en complémentarité du travail commercial. Je pense que, tu vois, pour un département RevOps qui va nous donner des recommandations sur potentiellement le modèle d'incentive, parce que c'est encore des options qui sont en discussion en ce moment, mais sur lesquelles on pourrait avoir des changements, tu vois, de target, de grille de prix. C'est pareil. La grille de prix
2025 pour la France chez Tim Taylor. Je ne sais pas si ce sera la grille de prix 2026. Et pour avoir la meilleure grille de prix possible, en fait, mais j'ai besoin d'avoir énormément d'infos qui soient travaillées de façon dense par les équipes RevOps pour qu'on se dise c'est le meilleur prix possible aujourd'hui pour le marché français face à nos 140 concurrents, notre proposition de valeur et notre rentabilité. Et ça, idéalement, c'est la personne du département RevOps qui va venir l'expliquer pour qu'on ait le rationnel, mais aussi pour mettre en lumière le travail de ces équipes-là. C'est du temps qui est passé, c'est énormément d'insights. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le voir avec les équipes pendant 5 ans chez Welcome to the Jungle. 50% du succès commercial, il vient de l'intelligence qui va être partagée et des informations et de la collaboration que le département va pouvoir avoir avec le Head of Sales ou avec le département commercial au global. Mais pour ça, c'est comme avec des équipes HR, c'est comme avec des équipes finance. Moi, ma conviction, c'est toutes ces équipes, c'est circulaire pour que ça puisse fonctionner, que ça puisse rayonner au sein d'une boîte. Tu dois jamais être en compétition, tu dois jamais être en défiance avec ces équipes-là. Mais le rôle du leader dans ça, c'est de montrer à quel point tu fais confiance. Et pour montrer à quel point tu fais confiance, que ces gens-là soient, tu as raison, à la table des conversations, à la table des présentations et qui participent activement. Et c'est ça qui va donner le meilleur, je pense, la meilleure recette pour que ça fonctionne. C'est la vraie connexion entre la stratégie et l'opérationnel, quoi, la réalité terrain de toutes les équipes de la boîte, c'est assez transverse, donc il faut avoir cette vue-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir à entendre aussi, parce qu'on a souvent tendance à réduire, donc de moins en moins quand même, mais historiquement c'est un peu comme ça, l'Ops à l'outil, à la technologie. La techno, c'est juste un moyen et un support de déployer plus efficacement et plus simplement des recommandations beaucoup plus globales, stratégiques que le processus métier. Donc c'est un petit pan de notre métier que de faire de la techno. Et tu as raison sur le côté stratégique, recommandations, pricing et REM variable qui sont tout aussi importants que le reste. On va revenir peut-être sur cette transformation que tu es en train de mener maintenant. Donc tu vois ça. Aujourd'hui, tu dois aller convaincre la direction qu'il faut spécialiser peut-être plus les rôles pour mieux organiser les équipes, qu'elles soient plus efficaces. Comment tu t'y prends pour, du coup, évangéliser, entre guillemets, l'entreprise pour dire la France a une idée, il faut qu'on spécialise. Et deux, concrètement, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire de manière opérationnelle de spécialiser des rôles quand c'est pas le cas? Sur le premier volet, je vais essayer de d'y répondre rapidement parce que je trouve que c'est le deuxième volet qui est peut-être le plus un peu technique. Le premier, c'est comment est-ce que tu convaincs. Déjà, j'ai eu la chance plusieurs fois de tomber dans des entreprises où il y a un niveau d'écoute qui est assez haut, tu vois, que ça soit chez Apple, chez Welcome to the Jungle ou chez Tim Taylor. C'est des sociétés dans lesquelles la culture du feedback, la capacité à pouvoir écouter des recommandations et donc être une boîte qui continue d'innover et de faire confiance est hyper haut. Et donc, ça, c'était mon premier constat. J'étais content que quand tu remontes une information, quand tu identifies un problème, on t'écoute. Le deuxième, c'est il faut taffer pour ça. C'est-à-dire que pour que la recommandation et pour que le feedback soit pertinent, il faut que tu aies de la matière, il faut que tu aies de la donnée, il faut que tu aies étayé un peu tes thèses pour que ce soit pas seulement une recommandation de conviction personnelle, mais une recommandation plutôt, je réponds à un gros problème et je propose différentes solutions. Et les solutions, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et en plus, quand tu es dans des sociétés qui ont déjà ce niveau d'opérabilité, avec ce niveau de déploiement, il faut que tu acceptes le compromis et il faut que tu viennes avec plusieurs scénarios. Donc moi, j'ai proposé déjà plusieurs scénarios dans l'architecture des équipes parce que il y a déjà une certaine vitesse. Là, je monte dans un train et c'est un train qui va vite. Tu vois, c'est un train où on gagne déjà 250 clients par mois au niveau monde. La boîte, elle fait 60 millions d'ARR. Je peux pas arriver en disant je vais révolutionner le modèle, je vais faire changer, tu vois, la trajectoire du train. Le train, je dois d'ailleurs continuer. Mes idées, elles viennent pour que le train, il continue d'aller à cette vitesse-là le plus loin possible. Et je pense que on est juste sur un type de rail désormais un peu différent. Et donc on a besoin que le train soit peut-être, tu vois, dimensionné différemment pour pouvoir continuer sur cette trajectoire. Un des enjeux aussi lorsque tu viens convaincre une direction d'une nouvelle idée, ça peut être n'importe quelle idée, tu vois. Là on a parlé du changement d'architecture des équipes, mais moi j'ai 2 ou 3 autres convictions, tu vois, sur lesquelles j'ai apporté de la matière pour qu'on puisse faire évoluer le modèle. C'est quel est le problème que tu viens régler. Quel est le problème que tu viens régler? Il est assez fondamental et
ça fonctionne de la même manière quand tu parles à un prospect pour essayer de vendre ton produit. En fait, moi, j'essaie de vendre une solution à, tu vois, ma direction. La solution, c'est basé du constat que le problème que l'on a aujourd'hui, euh, j'ai une équipe commerciale qui est assez dense. Enfin, j'ai la chance d'avoir 32 sales. On va continuer de faire grandir les équipes. Il y aura une quarantaine de personnes à la fin de l'année prochaine. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe conséquente pour attaquer le marché français, gagner le marché français avec Team Taylor. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est aujourd'hui, les équipes sont organisées d'une manière où dans chacune des 4 équipes commerciales, tu as une répartition de 3 rôles avec des associés, des commerciaux et des seniors qui s'attaquaient principalement à, on va le dire, des segments différents, mais sans que ça soit vraiment quadrillé, tu vois, fermement. Donc, les gens qui étaient seniors, c'est les gens qui gèrent plutôt les grands comptes, mais qui avaient aussi dans leur scope des comptes small business. Les gens qui étaient sur du mid-market entre les deux, c'est des gens qui avaient été promus après une bonne performance dans le rôle d'associate et qui pouvaient aller travailler des comptes un peu plus gros, et ceux des partenaires. Et les associates, généralement, c'était le point d'entrée chez Team Taylor pour des profils qui ne connaissaient pas encore, par exemple, la HR Tech ou tu vois, la vente en SaaS. Mm. Moi, mon constat, après quelques semaines, c'est je pense qu'on a une marge de progression et qui est encore logique. Tu vois, la société a seulement 5 ans où on est passé de 16 à 32 sales. Et donc, tu as une phase de scale qui a été sur accueillir le maximum de personnes et les faire rentrer dans l'ADN de la boîte, les acculturer à notre produit et les faire monter en compétence sur le niveau de pitch, la capacité à prospecter. On n'a pas répondu à un autre problème qui est, c'est quoi l'expérience du prospect avec nous? L'expérience du prospect, elle est différente aujourd'hui quand elle achète un produit SaaS, globalement, mais un ATS dans notre cas, que ce soit une société de 50 personnes, de 500 personnes ou de 50 000 personnes. Après quelques semaines, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore les playbooks idéaux. Tu vois, on arrive à être sur une vélocité commerciale qui est intéressante. On va aller chercher 30-35% de croissance sur cette année. Tu vois, dans Ouais, une ça va, position quoi. qui est hyper positive dans un contexte comme celui-ci. Je pense qu'on peut faire mieux. Et on peut faire mieux parce que j'ai pas le chemin idéal sur chacune de ces typologies de vente. Je te le fais en vraiment macro en donnant des exemples un peu caricaturaux. Mais aujourd'hui, on signe des sociétés de 5 personnes, on signe des sociétés de 5000 personnes et on signe des sociétés de 150 000 personnes. Dans ce constat-là, j'ai pas la recette idéale. Tu vois, j'ai les recettes, mais je pense pas que ça soit la recette encore idéale. J'ai pas une équipe qui me dit, voilà Adrien, pour gagner les 1000 prochains clients SMB, ce qu'il faut appliquer. Ce qu'il faut appliquer pour avoir une vélocité de vente qui passe de 40 jours à 25 jours. Ce qu'il faut appliquer comme argumentaire, ce qu'il faut appliquer comme type de discount, ce qu'il faut appliquer comme chemin de vente. On est là sur du plus transactionnel et on a à peu près le même nombre de touches que sur du grand compte. Et pourquoi aujourd'hui? C'est assez logique, c'est parce que l'équipe et la façon dont elle a grossi, c'est fait d'une façon plus générique et non spécialisée. Et donc, j'ai pas encore ce type de recette. Donc, on a appris énormément de choses, mais on pourrait encore apprendre plus vite. La deuxième logique de ce niveau de spécialisation, c'est parce qu'on est dans un jeu de vitesse. En fait, quand tu es dans ce type d'environnement, sur des startups, sur des scale-up, ta capacité à apprendre vite, à exécuter vite, elle est tout aussi importante que la qualité de ton produit. Et aujourd'hui, la spécialisation, généralement, ce qu'elle te permet, c'est d'apprendre plus vite. En mettant les gens ensemble, parce que ça vient aussi d'une culture où c'est une chance, tu vois, de pouvoir parler à un client SMB le matin, puis à un client enterprise l'après-midi. Et c'est une analogie que je fais souvent à mon équipe. Donc, tu vois, si j'en ai qui écoutent le podcast, ils ne seront pas surpris. C'est comme si le matin, tu étais au sport d'hiver, le matin, tu faisais du ski, entre midi et deux, tu faisais de la luge, et puis l'après-midi, tu faisais du snow. En fait, à la fin de la journée, c'est hyper cool. À la fin de ta semaine, même, c'est hyper sympa. Tu as découvert plusieurs sports. Il n'y a pas un sport que tu seras en capacité de maîtriser ou de masteriser. Et c'est normal. Mais par contre, ça aura été intéressant. Et bien là, on arrive dans un moment où, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir des gens qui fassent très très bien du ski, très très bien de la luge, très très bien du snowboard. Mais ça, c'est Mm. pour l'expérience qu'on va aussi délivrer à nos prospects. Tu vois, quand on a la chance de parler désormais à des comptes du CAC 40, j'ai besoin d'avoir des gens qui font que ça pour pouvoir savoir la façon dont tu te positionnes avec ce type de compte, la méthode de qualification, la façon de gérer les différentes touches jusqu'à la signature, la diplomatie nécessaire, l'implication des partenaires. Et en fait, c'est en faisant, en s'entraînant et en travaillant seulement avec des gens qui font ça, avec un manager qui fait ça, que tu deviens meilleur. Ouais, clairement. Enfin, le secret de l'exécution, quoi. Et c'est aussi de spécialiser pour être focus, comme tu dis, sur des tâches pour aller plus vite, pour gagner en vélocité. Mm. Et il y a un modèle, tu vois, c'est intéressant aussi, comment je suis arrivé à ce constat-là, sur comment est-ce que tu divises. En arrivant chez
chez Welcome to the Jungle, j'avais pas été confronté à ce type de nécessité de réfléchir à l'architecture d'une équipe, parce qu'en fait, quand tu arrives chez Apple, la beauté de chez Apple, c'est qu'on te donne des playbooks et tu les appliques. Et tu es dans la boîte la plus exigeante du monde sur l'expérience client. Mm. Et la culture. Par contre, tu ne crées pas. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, j'étais pas dans la position où je pouvais créer et on te donne des playbooks à appliquer. Donc, on te donne le playbook de comment tu vas organiser ton équipe commerciale. Et c'est idéal, mais tu n'as pas été dans la phase où, en fait, en construction et donc où tu builds. Et je suis arrivé chez Welcome to the Jungle et j'étais dans la position de Head of Sales. Et donc, je me suis beaucoup renseigné sur à quel moment tu réfléchis à la question d'architecture d'équipe et à quel moment est-ce que tu réfléchis à comment est-ce que tu divises des équipes quand tu scales. Généralement, tu as 3 modes de division. Tu peux en avoir même 4 ou 5, mais tu as 3 modes de division qui te permettent de mieux comprendre comment fonctionnent tes clients. La première, c'est tu divises géographiquement. Tu as des enjeux des fois, je te prends des pays comme les États-Unis, ils ont des enjeux presque même culturels ou de time zone entre l'Est et l'Ouest, et donc ils créent des équipes tu vois qu'ils sont répartis géographiquement. Tu l'as des fois sur l'Europe, je sais pas, tu prends un modèle comme Aircall, ils ont une division de la répartition entre le nord et le sud. Ça, c'est ta première division. Ta deuxième division, c'est verticale, par industrie. Donc ça, c'était le cas chez Apple. Pourquoi est-ce que tu divises comme ça? Donc le premier, tu divises parce que tu as des changements, tu as des différences de comportement d'achat ou tu as des différences horaires qui font que tu as besoin d'avoir des équipes qui soient divisées de cette manière-là. Mais tu vois, tu réponds à un problème. Le deuxième problème, c'est lorsque tu as des comportements d'achat en fonction des industries qui sont particuliers, tu as besoin d'avoir des gens qui sont experts, et donc tu divises comme ça. Ou alors tu fais comme chez Alan, tu as envie d'explorer ta capacité de pénétration dans une nouvelle industrie, et tu as les reins assez solides aussi financièrement pour pouvoir le faire, et où tu as des convictions fortes sur le fait que tu es capable de transformer cette industrie, et tu le divises comme ça. Chez Apple, par exemple, tu avais des équipes commerciales telco, des équipes commerciales santé, des équipes commerciales retail, parce que le comportement d'achat sur l'acquisition de téléphones, d'iPad et de Mac sur chacune de ces industries était totalement différente dans le process d'achat, dans le process de qualification et dans la distribution. Et donc c'est une méthode de spécialisation qui est intéressante. Le learning un petit peu scolaire sur ça, c'est il faut au moins que 5 à 6 industries représentent 80% de ton mix pour que tu le divises comme ça. Avant, ça n'a aucun sens. Oui. Ou alors, il faut que ta société soit tellement mature et qu'elle ait tellement déjà d'adoption que ça te permet d'ouvrir des nouvelles industries. La dernière, qui est généralement c'est pas la plus simple, mais c'est la première que tu dois venir tester lorsque as un produit comme ça qui se vend sur l'intégralité du spectre des tailles d'entreprise. Il faut attendre à peu près sur une trajectoire comme celle de Tim Taylor, 1000 clients, c'est hyper intéressant. 1000 clients où tu as des petits, du mid-market et des gros, là tu sais que c'est un signal pour diviser. Parce que ça veut dire que ton produit commence à être distribué sur différentes typologies et que ton process d'achat va être différent. Et donc cette dernière division, c'est la division des équipes par taille. Tu fais une équipe small business, tu fais une équipe mid-market, tu fais une équipe enterprise. Par contre là, tu arrives au deuxième travail. Le deuxième travail, c'est OK, combien de personnes tu mets par équipe? Parce que ça dépend de deux variables. Et puis après, il y a est-ce que tu as les bonnes personnes pour chacune des équipes? Mais ta première, c'est idéalement, quelle est la profondeur de ton marché? Et une division un peu simple qu'on est en train de faire parce que c'est une des North Stars. J'ai un peu créé 6 trajectoires pour les 2 prochaines années. On a appelé des North Stars qui font partie de gros piliers. Donc peut-être qu'on repartagera et qu'on travaillera partagera la méthode plus tard. Mais une des North Stars, c'est la meilleure architecture possible. Et donc, tu as plein d'actions qui découlent de ça. Là, on a estimé que c'était le moment pour spécialiser, et donc on calcule en ce moment les profondeurs idéales par segment. Pour le faire, il ne faut pas regarder le volume, il faut regarder la valeur. Et donc aujourd'hui, on a 22% des ventes qui se font sur des boîtes de moins de 100 personnes, ce qui serait assez logique, comme ce n'est pas quelque chose sur lequel on va perdre de l'attention, c'est de mettre entre 20 et 22% de l'équipe. Donc tu vois, sur 40 personnes, à peu près 8 personnes qui vont s'occuper de ce volet-là. Parce que si tu le fais en volume, aujourd'hui, moi, c'est 50% des ventes et c'est pas les produits sur lesquels tu as le plus de profitabilité, tu prends le mauvais chemin. Donc la méthode, c'est choisis ton type de division à partir d'un stade de maturité. Il faut pas le faire trop tôt, il faut le faire au bon moment. Et ton moment, c'est quand tu n'as pas encore la recette idéale. Ou lorsque tu as besoin d'avoir la recette idéale. Et ensuite, tu le calcules en fonction d'un prorata valeur réalisée
que tu divises par le nombre de personnes pour avoir la composition idéale. Et après, tu prends un petit pari. Tu vois, le pari en ce moment, on pense qu'on a une accélération sur l'enterprise, nous, les boîtes de plus de 1000, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a on a un produit qui répond aux enjeux de ces sociétés-là. Le deuxième, c'est que les gros acteurs, qui étaient des acteurs assez établis, désormais sont hyper chers dans un moment contextuel où le prix de ton produit est challengé. Donc on a une cascade de ces gens-là qui vont switcher. Chez Tim Taylor, ils vont commencer à switcher par rapport à des gros acteurs. Et donc pour nous, c'est intéressant. Il y a aussi donc ce prorata qu'on va faire où on se dit, aujourd'hui, on fait 17%, tu vois, du revenu sur des boîtes de plus de 1000. On va mettre l'équipe, on va muscler un peu l'équipe en la mettant peut-être à 20-25% de la taille de l'équipe parce qu'on pense que ça va s'accélérer. Et donc Et tu en peux termes prendre ce petit pari. de seniorité aussi, comment tu définis un peu les profils que tu mets dans chacune des équipes? Parce que c'est pas les mêmes Ouais, façons d'aborder, c'est pas les mêmes niveaux de discussion potentiellement. t'as raison. Moi, ça, j'ai une conviction qui est assez forte et qui vient, euh, je trouve, et d'un mix de chez Apple qui m'a vraiment convaincu que les compétences des gens ne dépendent pas du niveau de seniorité, du temps dans la boîte ou de ce que la personne a envie de faire. Tu vois, c'est trois choses sur lesquelles tu as un biais. Et je l'ai un peu confirmé, tu vois, en lisant pas mal d'articles et de livres sur le sujet. J'ai un trou de mémoire sur qui l'a écrit, mais le livre s'appelle Sales Acceleration Formula euh, du CRO ou du Head of Sales de chez HubSpot, en fait, qui vient te dire que t'as 5 ou 6 compétences un peu fondamentales par rôle. Et puis ensuite, en fonction des typologies de comptes, t'en as deux ou trois qui sont très différentes. Et après, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément drivé quand j'étais chez Welcome to the Jungle pour composer les équipes, parce qu'on est passé par cette phase de division. Moi, ma conviction numéro une, c'était de se dire, on va déjà faire un état des lieux des compétences dans chacune des équipes pour créer la meilleure équipe possible. Et donc, tu fais un peu la même méthodologie que lorsque tu as une équipe dans le sport, c'est que tu prends les compétences et physiques et les compétences émotionnelles pour créer la meilleure architecture et la meilleure composition d'équipe possible. En enterprise, je pense que la conviction que j'ai désormais, et qui est vraiment nourrie aussi par les 4-5 ans chez Welcome to the Jungle, les gens que j'ai pu voir chez Apple, c'est que pour travailler sur cette typologie de compte, tu as besoin d'avoir 6 compétences qu'il faut retrouver à chaque fois. Numéro 1, sur ce type de compte, il faut être patient. La vélocité de vente, elle va être, chez nous, elle est d'à peu près 300 jours quand elle est de 60 jours en moyenne. Tu as besoin d'avoir des gens qui sont à l'aise avec le temps long. Je pense que c'est vraiment la numéro 1. Tu peux pas être frustré de ne pas signer vite. On a des comptes, tu vois, Airbus qu'on a signé chez Welcome to the Jungle, ça a duré 920 jours. 920 jours, c'était un process, moi, qui m'a pas choqué. Et tu as des process qui se font plus rapidement sur l'enterprise à 100 jours, le mix en tout cas, sur des produits comme Welcome to the Jungle ou Tim Taylor, c'est 300 jours. Donc il faut que tu puisses gérer des cycles d'1 an, en sachant que le nom d'une boîte comme ça, il peut faire mal, mais en fait il fait autant mal, tu vois, que sur 50 boîtes que tu as perdues à 5000 euros. Mais ça, c'est la première compétence. La deuxième, c'est la diplomatie. Quand tu as du multi-interlocuteur, que tu as potentiellement un jeu avec les acheteurs, des challenges avec la finance, des challenges avec des questions d'intégration, tu as besoin d'être extrêmement diplomate pour pouvoir gagner ce type de deal. Troisième, je pense justement la capacité à pouvoir aborder des questions techniques. Et dans le technique, pour moi, il y a 3 volets. Il y a le légal, la partie finance et la partie technique, produit, intégration. Ce qui est souvent quelque chose que l'on rencontre là quand tu dois brancher ton système à un système existant. Le quatrième attribut, je dirais qu'il y a quand même la capacité de coachabilité de la personne, dans le sens où, notamment quand on est dans des environnements assez rapides comme celui-là, il faut que tu apprennes hyper vite. Tu vois, moi j'ai besoin qu'on apprenne hyper vite quand on rencontre 10, 15, 20 prospects de plus de 1000. Quand il y a un élément qu'on maîtrise moins, j'ai besoin d'avoir des gens qui, tu vois, 1 semaine ou 2 semaines après, sur le deuxième rendez-vous, ont déjà grandi. Et donc, pas une question, ça, c'est pas une question d'âge. Tu vois, c'est comme, Kylian Mbappé qui répète souvent cette phrase-là, mais moi, j'ai vu des gens de 25 ans maîtriser ces 4 compétences chez Welcome et devenir les superstars de la boîte avec la capacité de convaincre Hermès, le ministère des Armées, Vinci, de signer chez nous. Le cinquième, je trouve que sur ce... Et c'est, je pense,
particulièrement vrai dans des environnements qui ont des connotations, euh, tu vois, jeunes. Team Taylor, Welcome to the Jungle, c'est des boîtes qui ont cette connotation-là. Il faut venir la casser avec un niveau de discours qui est extrêmement haut. Le niveau de sémantique, la posture de la personne sur l'enterprise, elle doit être exceptionnelle. On ne doit pas voir la différence avec quelqu'un, tu vois, qui est chez Hermès, tu vois, et qui s'occupe de l'expérience client des Hmm. personnes en VIP. C'est ça le rêve. Et donc ça, bah, ça nécessite d'avoir des gens qui soient agiles dans leur posture, qui puissent tenir un niveau de discussion extrêmement haut et qui soient en capacité de manier un niveau de sémantique, un niveau de politique, un niveau de diplomatie qui soit haut. Et après, tu as le dernier, tu dois avoir aussi des gens, parce que je t'en ai dit 6, qui ont une capacité de négociation très soft. Tu vois, c'est pas de la négociation, c'est très différent. C'est pas de la négociation transactionnelle. Et j'ai besoin, par exemple, que moi, les équipes qui sont en SMB, elles ont besoin d'être dans un rythme de dingue, de manier en 6 ou 7 touches euh, quelque chose de très transactionnel sur les paniers moyens 5 000 euros. En fait, là, c'est une négociation extrêmement euh, beaucoup plus soft, mais qui doit quand même avoir lieu. Et en fait, lorsqu'on a notamment chez nous 70% des deals qui se font avec des partenaires, tu es en tripartite entre l'intérêt de Tim Taylor, l'intérêt du prospect et l'intérêt bah, du tierce qui est au milieu de cette vente-là. Et donc, tu as besoin d'avoir cette capacité à négocier qui est haute, mais qui est différente en termes de rythme. Ouais, bah, enfin, je te remercie pour ces. C'était assez clair et tu détricotes un petit peu, entre guillemets, le mythe de la seniorité aussi pour dire enterprise plus senior, mais en fait, pas forcément, quoi. Je suis assez d'accord pour dire que, Ouais, bah, ouais, j'y crois pas en le tout cas. talent, ouais, bah, en tout cas, effectivement, c'est peut-être des caractéristiques que tu retrouves plus régulièrement chez les gens assez seniors, mais pas, en fait, pas forcément. Donc, intéressant de voir ça. Et au-delà du profil, donc je suis assez d'accord sur ce qu'on attend pour du enterprise, tu as aussi peut-être la façon d'aborder la prospection, l'acquisition. Est-ce que tu spécialises des rôles différemment entre tu vois, ceux qui font de la chasse, qualification et la négociation sur les cycles de vente aussi longs? Donc est-ce que tu spécialises un peu des rôles? Et est-ce que comment tu travailles en fait entre inbound, outbound et aussi la relation avec le marketing que tu as commencé un petit peu à initier dans le début de cette discussion? Comment tu bosses avec le marketing? Il y a plein de questions dans cette question-là. Il y a plein de questions dans cette Euh, question. ouais, mais tout à l'heure, on parlait des modèles de spécialisation. En fait, c'en est un aussi. Tu vois, tu as des boîtes qui spécialisent inbound, outbound. Ça, c'est des Mm, chemins. C'est des chemins mm. quand tu as envie de voir si le comportement en fait, des prospects est différent. Chez Welcome to the Jungle, quand je suis arrivé, il y avait 80% des ventes qui étaient réalisées sur l'inbound. Et en faisant un peu le constat de la stratégie de contenu et sur le fait que la boîte n'avait pas encore spécialisé l'équipe de cette manière-là. C'était des sales qui étaient full cycle. Tu vois, mon point, c'était on va essayer d'apporter encore plus de spécialisation pour voir si on est capable de pousser notre niveau d'inbound à un niveau encore plus haut dans le mix. Et donc, après 2 ans, tu vois, j'ai créé une équipe inbound et au départ, j'ai mis 2 SDR inbound qui avaient besoin d'avoir un niveau extrêmement haut sur la phase le niveau de discours et le niveau de connaissance de la marque employeur parce que ça, c'est une des choses dont on s'est parlé un peu dans les coulisses, mais euh, moi, je suis pas du tout fan. Quand j'ai des discussions et qu'on me dit, ah, c'était facile chez Welcome to the Jungle parce qu'il y avait beaucoup d'inbound, puis c'est dur l'outbound. En fait, les deux sont difficiles. Les deux nécessitent des particularités et les deux nécessitent un peu des choix stratégiques qui sont forts. Tu vois, quand tu as de l'inbound, bon, bah, c'est dur en fait de garantir ce même niveau d'inbound ou de le faire progresser. Euh, quand tu as un inbound qui est aussi haut et avec des fois la DRH de Air France spécialisée marque employeur et digital qui t'appelle, il faut que la personne qui prenne l'appel soit tout de suite à un niveau qui est exceptionnel. Parce que tu as des gens matures. C'est le même constat chez Apple, quand tu as des gens qui rentrent dans un Apple Store et qui désormais connaissent le produit, se sont renseignés sur 10 sites de Mm. review pour savoir comment fonctionne le produit, bah, tu travailles sur quelque chose de différent. Tu travailles sur le time to connect, ta capacité à accueillir le client dans les moins de 10 secondes, et tu travailles sur la qualité de l'expérience. Qu'est-ce que tu vas lui montrer sur un téléphone que la personne n'a encore jamais vu? Bah, en fait, quand tu arrives chez Welcome to the Jungle, c'est pareil. Quand tu as une personne qui sort de stage, qui a 22 ans et qui répond à la DRH d'Air France spécialisée sur la marque employeur et dans le digital, tu dois créer quelque chose qui montre que ton niveau de maturité sur le sujet est plus haut ou soit en capacité tu vois, d'alignement avec ses attentes. Et donc là, on avait créé ça, tu vois, chez Welcome to the Jungle, parce que pour moi, l'enjeu, c'était de voir quel était le potentiel de l'inbound dans une configuration où on n'avait pas encore spécialisé. Et donc, on a commencé à faire
une équipe de SDR inbound pour accélérer les passes à l'équipe commerciale. Et on est monté, on est monté à 91% de contribution de l'inbound dans le mix. Après, l'enjeu, c'était de se dire, à un moment, quand on arrivait à une certaine forme de plateau, tu vois, sur le volume d'inbound, aller chercher l'extra mile, ça s'est passé par la création d'une deuxième équipe de SDR qui était spécialisée dans l'outbound. La configuration, elle est un peu différente chez Tim Taylor, où l'ADN de l'entreprise, c'est d'avoir des sales qui sont full cycle. Full cycle, ils sont en charge de 4 étapes. L'étape de sourcing des comptes, aller chercher les boîtes qu'elles vont aller prospecter ensuite. Et on a décidé, avec cette spécialisation, c'est en cours, mais de distinguer, de différencier le nombre de comptes par portefeuille en fonction des niveaux de spécialisation. Je suis arrivé et globalement, tout le monde avait 400 comptes. Je trouvais que c'était pas forcément le plus adapté quand au final, les profondeurs de marché sur les différentes typologies qu'on a séparées sont très différentes. Tu vois, des boîtes de plus de 5000 personnes en France, il y en a 287. Des boîtes de moins de 50, en France, on a 1 million. Et donc, tu as besoin de créer des distinctions qu'on n'a pas mis dans ces amplitudes-là. Et tu vois, l'équipe en charge du SMB, aujourd'hui, va plutôt se constituer et sourcer un portefeuille d'à peu près 600 comptes. Notre ICP, 400 comptes. Et sur les grands comptes, on est entre 200 et 250 parce que on n'attaque pas que les plus de 5000, on est sur les plus de 1000. Comme on a une ADN qui est full cycle, que tu as des gens qui sourcent, qui prospectent, qui font la démo et qui close. Tu vois, je me suis posé la question, et en plus c'est quelque chose que me demandent souvent les équipes, est-ce qu'on va avoir une équipe de SDR Ça dépend de plusieurs choses. Pour l'instant, moi, j'ai pas pris ce pari-là et ça fait pas partie de ma recommandation pour démarrer 2026. Mais ça pourrait être intéressant parce que généralement, c'est à quel moment tu as besoin de SDR. Aujourd'hui, ça dépend aussi de ton niveau de target et de est-ce que dans ton modèle, ça serait profitable d'avoir des SDR qui s'occupent de la phase de sourcing et de qualification pour les donner aux équipes commerciales. Moi, dans l'équipe chez Tim Taylor, le ratio entre la target et le package de chacune des personnes de l'équipe est entre 2,3 et 2,7 quand la moyenne dans le SaaS est plutôt, tu vois, entre 3,5 et 4 et sur les boîtes qui sont hyper agressives à 5. Moi, j'estime qu'à ce stade-là, avec ce niveau de target, c'est pas hyper rentable de mettre des SDR. Donc je vais pas prendre ce pari-là pour le moment et ça serait rentable et ça sera peut-être un élément de discussion et tu vois de conviction qu'on aura plus tard en ayant spécialisé. Si je devais faire un choix, il faudrait qu'il y ait un SDR ou un BDR spécialisé enterprise. Ça pourrait avoir du sens parce que le panier moyen et la profitabilité de ce segment sont beaucoup plus hauts et donc de mettre une personne en face d'une phase de qualification, de recherche et donc t'en parlais tout à l'heure même d'un type de nurturing au départ pour aller les amener en rendez-vous est extrêmement différent du volume et de l'industrialisation qui est nécessaire sur de la prospection, sur du small business et du medium business. Et donc ça pourrait être un choix. Mais là, on part dans la conviction que le premier chemin, la première transformation qui me semble la plus essentielle, c'est la division, tu vois, par segment, avec, je pense, même des learnings qui vont apparaître sur est-ce qu'il faut changer le modèle de commissionnement en fonction des équipes. Pour l'instant, tout le monde est sur un modèle de commissionnement semestriel. Ma première conviction, c'est que sur du super SMB, tu vois, ça aurait plus de sens d'être sur des temps un peu plus courts et que sur du grand compte, peut-être sur des temps un peu plus longs. Mais ça, il faut venir le calculer parce qu'en fait, ça, c'est une intuition, tu vois, commerciale. C'est pile dans ce moment que le rêve pour moi, c'est de sonder l'équipe RevOps et de lui dire, OK, est-ce que tu peux calculer et modéliser nos modèles d'incentive en fonction de ces types de frameworks pour savoir quel serait le niveau d'atteinte et est-ce qu'on est OK avec ce niveau d'atteinte-là et quel serait le niveau de rémunération des équipes sur les différents modèles. De toute façon, tu es obligé de spécialiser tes targets, comme tu le disais, et tu es obligé de segmenter un peu différemment la manière de rémunérer. Quand tu parles de cycle de vente de 300 jours pour du grand compte, si tu rémunères les gens au mois ou tous les 3 mois, effectivement, je pense que tu auras des petits soucis de motivation certains mois et de beaucoup payer certains mois. Donc je pense que je suis plutôt aligné avec le côté spécialisé. Ça répond aussi à la question de qu'est-ce que ça implique de spécialiser. Ça implique pas mal de choses, pas uniquement de la formation, mais aussi de pensée globale, archi, techno, process, quoi. Modèle sur des deals pluriannuels parce qu'on s'est rendu compte que c'était une des demandes qui arrivait le plus régulièrement de la part des grands comptes avec lesquels on opérait.
Après, tu avais est-ce que tu rémunères différemment en fonction des leads d'origine. Tu vois, tu as de l'inbound, nous on a du channel, on a de l'outbound. C'est pas le même type d'effort, c'est pas le même coût Mm. non plus parce que tu vois, ton inbound il a un coût de CPL qui est pas le même. Les partenaires, on a un modèle de vente avec un pourcentage sur la vente qu'on leur redonne, donc ton modèle de profitabilité est pas le même non plus. Et pour la chasse également. Et donc, tu as toutes ces questions qui vont venir. Pareil, si tu as des prospects qui te payent upfront ou pas. Et tu vois, Mm. j'adorais, moi, justement, regarder tous ces modèles qui existent. La chance qu'on a, je trouve, aujourd'hui, que ça soit avec, tu vois, la matière que l'on a sur Internet, la capacité à pouvoir prompter des scénarios, tu vois, sur des LLM et les livres qui ont été écrits sur le sujet, c'est qu'il y a tous les frameworks, franchement, je pense, de toutes les équipes commerciales sont disponibles et ont déjà été testés et utilisés. Donc il n'y a pas En tout cas, moi je suis dans une position, et je pense que les positions de gens qui sont sales manager, head of sales, country manager, c'est la curiosité à aller chercher les types de modèles qui existent et à appliquer un modèle au meilleur timing. C'est ça la clé. Mm. La clé, c'est de trouver à quel moment tu dois changer ton modèle, à quel moment tu dois mettre en place un type de modèle et quelles caractéristiques derrière pour qu'il soit parfait. Et c'est ça qui va faire la différence exactement comme tu vois sur le réglage d'une voiture que tu vas réussir à faire. C'est ta différence un petit peu de vitesse. Et tous les modèles, tu vois, je pense que là chez Tim Taylor, on pourrait opérer avec 5 types de modèles différents. Mais il y en a un qui va fonctionner mieux que les autres. Moi, je dois trouver ce modèle-là. Après, je dois avoir la conviction de le porter auprès de mon leadership en sachant que le compromis, c'est dans cette taille de boîte et avec 37 pays ouverts, est-ce que on fonctionne en mode pilote ou est-ce qu'on est capable de pouvoir transformer l'organisation tout de suite? Parce que le modèle qu'on applique en France, en fait, tu vois, il y a des pays dans lesquels on vient juste d'ouvrir, je ne préconiserais pas ce modèle-là. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même phase de maturité et on Mm. n'opère pas encore sur de l'upmarket. Et donc, il y a aussi ok, est-ce que la boîte veut homogénéiser l'intégralité de la structuration? Tu vois, moi, j'ai besoin d'avoir là une équipe où, en termes de carrière pass, on puisse avoir des chemins euh, qui se prolongent pour certains rôles qui n'aillent pas que vers l'up market parce qu'aujourd'hui notre volume de clients, la façon dont on pourra gagner le marché français et qui fait partie de l'ADN de la boîte, c'est signer des sociétés en SMB. Et j'ai des gens qui n'ont pas les caractéristiques dont on se parlait tout à l'heure pour aller sur du grand compte et qui n'ont pas envie, qui adorent le côté transactionnel, qui adorent pouvoir avoir de l'impact sur le fait qu'on va devenir le premier ATS en France grâce à un volume de clients et qui aiment cette répétition et tu vois, qui aiment avoir des niveaux de commission tous les mois parce que tu sais que tu as des cycles de vente tous les 30 jours. Ces gens-là, eh ben, j'ai besoin qu'ils puissent continuer de progresser dans l'entreprise sans passer par une spécialisation grand compte. Et sur tous les sujets de REM variable, je vous conseille d'écouter notamment l'épisode avec Antoine Faure qui parle pas mal justement de ces Je le mécanismes-là connais bien, qui sont, mais je le connais bien, qui sont Antoine. inclus. C'était assez actionnable. Je vois le temps qui file. Moi, j'ai deux questions. Tu as dit beaucoup de choses. On va rester sur la spécialisation inbound, outbound, parce qu'effectivement, tu as vécu les deux. Je vois beaucoup de boîtes qui shiftent de ça, et on parle aussi même pas mal de PLG maintenant, d'arriver par le produit. C'est quoi un peu les erreurs classiques toi, que tu vois quand tu switches de l'un à l'autre? T'as quelques bonnes pratiques à donner aux gens qui veulent pousser un canal plus qu'un autre? Euh, je pense que l'erreur au départ, c'est d'avoir trop d'espoir sur l'inbound. Tu vois, je suis arrivé, bon, ça fonctionnait très bien, et donc j'ai essayé de pousser ça chez Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, c'est quand même une société qui est 70 journalistes, qui avait une stratégie de contenu qui était énorme et qui était le marketing de la boîte. Donc clairement, il y avait quand même, tu vois, un ROI qui était quand même assez logique derrière, et puis tu avais un moment de marché qui a fait qu'on avait ce type de volume. Le nerf de la guerre, je pense que ça reste l'outbound, et tu vois, je pense que ça, c'est une erreur que j'ai fait chez Welcome to the Jungle, de ne pas voir à quel moment il fallait switcher, et en termes de profil, en termes de modèle d'incentive, en termes d'exécution sur l'outbound, pour pouvoir être certain qu'au moment où ton inbound baisse, ou si tu n'as pas l'entrant que tu espères, en fait, tu es quelque chose de très robuste sur l'outbound. Mm. C'est le contraire, tu vois, qui se passe chez Tim Taylor. Donc, il y a deux façons de voir la chose. Pour moi, aujourd'hui, comme c'est 70% des ventes, bah, je fais un peu la technique euh, inversée que j'ai fait chez Welcome to the Jungle. J'essaie de pousser et de scaler l'outbound parce que si ça représente déjà 70%, j'ai envie de voir si ça peut représenter 80%, 90% l'outbound. Et en même temps, j'essaie de faire grossir avec Charlotte
et avec même toute mon équipe, tu vois, j'ai la chance et je leur dis souvent d'avoir presque 50 social media managers quand on sait bien utiliser le narratif et les assets de la marque. Tu vois, on a plus de 2 millions de reach là depuis le début de l'année avec l'équipe sur LinkedIn, sur les différentes initiatives qu'on mène. Tu peux faire progresser l'autorité, la confiance dans la marque, avoir une stratégie contenu qui va faire progresser ton inbound. Et en fait, moi, dans le mix, j'ai besoin que l'outbound, puisque ça fait partie de la boîte et qu'on a ce niveau-là, reste au minimum à ce niveau-là. Donc j'ai besoin qu'on continue de la faire progresser. Si tu veux aller chercher de la croissance, l'inbound va venir en complémentarité de ça. Donc l'erreur à faire pour moi, c'est, j'imagine si tu démarres de trop miser sur l'inbound, ton inbound, il reste généralement éphémère. Si tu as un produit de dingue, si tu réponds à un pain de dingue et si tu es au meilleur moment de marché, tu vas avoir un peu d'inbound. Si tu as une stratégie de contenu ordinaire et que tu as une force de frappe comme Welcome pouvait l'avoir sur la partie média, tu vas avoir de l'inbound. Si tu n'as pas ça, mon conseil, c'est démarrer par l'outbound, structurer tes équipes en faisant le maximum pour que tu puisses aller faire de l'outbound. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, lorsque l'on ouvre un marché, c'est 100%. Et donc, c'est assez logique, comme la marque est pas connue sur un marché sur lequel on n'opère pas. Elle paye même différemment, plus agressivement, tous les deals qui viennent de l'outbound. Ça, c'était un énorme learning pour moi quand je suis arrivé. C'est qu'aujourd'hui, on a un modèle de rémunération où, nous, quand tu fais ta target, bon, c'est agressif, mais tu vois, parce que je viens aussi d'environnements dans lesquels moi, il n'y avait pas de variable chez Apple et il était partagé et on n'avait pas le même business model et donc pas la même profitabilité. C'était pas du SaaS pur. Welcome, on n'était pas dans ces amplitudes-là. Et nous, quand tu réalises tes targets, chez Tim Taylor, tu touches 22,73% de ta vente nette. Donc c'est hyper haut. Quand on ouvre un nouveau marché, on va presque doubler, tu vois, cette commission-là sur tous les deals qui viennent de l'outbound. Ce qui te permet d'avoir deux avantages. D'une, détecter les profils dans l'équipe qui ont cette facilité-là, et d'acquérir tes 100, 200, 300 premiers clients plus agressivement, plus rapidement. Et comme tu es dans une logique de vitesse, cette configuration, cette modélisation sur l'incentive, il faut que ton produit soit à un niveau de profitabilité qui te permette de le faire, parce que quand tu payes, tu vois, 50% de ton deal net au commercial, par contre, le gros avantage, c'est que tu vois, là, on a ouvert les États-Unis, l'Amérique du Sud, Singapour, ça te permet d'avoir rapidement, tu vois, une centaine, 200 premiers clients, et ça, on l'opère à peu près généralement pendant 12 mois. Ok. Et je comprendrais un truc sur la partie outbound, c'est le côté prédictif, beaucoup plus simple aussi à avoir, où tu es vraiment en maîtrise. C'est très scientifique l'outbound. Tu es en totale maîtrise du nombre de prospects que tu vas vouloir contacter, tu connais tes taux de conversion, tu sais combien de rendez-vous tu vas avoir, tu sais combien de rendez-vous qualifiés tu vas avoir, combien d'opportunités, etc. Sauf qu'effectivement en inbound, tu n'as pas. Donc je suis plutôt aligné quand tu te lances, la meilleure manière d'avancer, c'est de prédire un petit peu mieux les choses et donc de moins capitaliser sur le market. Qui prend aussi vachement plus de temps d'ailleurs. Je sais pas combien de temps Welcome ils ont mis, mais ça s'est pas fait en un Je suis arrivé, claquement de doigts ça non plus, quoi. fonctionnait. Je trouve que c'est intéressant dans ce que tu dis. C'est prédictif aussi, l'inbound, mais en fait, ça dépend de ton volume. Et en fait, on trouve que c'est prédictif l'outbound parce qu'on est tellement sur des volumes dingues que oui, tu te rends compte que si tu es capable d'aller prospecter 1000 clients, tu vas en amener au maximum 20% en démo et puis tu vas aller en closer 25% quand ton funnel marche bien. Mais en fait, sur l'inbound, tu vois, pour l'avoir fait pendant 4 ans chez Welcome, nous, on savait que sur 200 inbound par semaine, il y en avait 90% qui allaient en démo et sur les 90%, j'avais 28% des deals qui allaient signer. Mais c'est vrai que si tu as des variations où d'une semaine à l'autre, tu en as 10 et puis après tu en as 16 et puis après tu en as 4, en fait, ton volume, ton échantillon de volume est tellement faible que c'est extrêmement difficilement prévisible. Alors que oui, sur des logiques assez conséquentes. Et tu vois, là, on a des choses qui sont assez prédictives. Mais la spécialisation par segment, je pense, va me permettre d'être encore plus prédictif que ça. Ouais, plus précis, ouais. Parce qu'effectivement, encore une fois, tes temps de qualif et tes temps de transaction ne seront pas tous les mêmes, quoi. Bah là, surtout, je les ai, mais sans avoir spécialisé les équipes. Donc, on est déjà capable de se dire, tu vois, je les ai par segment. Je sais qu'on signe en 38 jours sur les boîtes de moins de 250. On signe en 95 jours sur les boîtes de 250 à 1000. Et on signe en 280 jours sur les boîtes de 1000 et plus. Ça, c'est sans avoir spécialisé. Donc, je me dis pas que c'est tu vois, c'est le playbook, ça. Le playbook, c'est quand on aura mis tout le monde ensemble et qu'on aura tout optimisé sur chacun du funnel avec des managers qui vont rythmer une technique particulière, des gens qui vont faire que ça toute la journée, je saurai quelle est la vélocité, le panier moyen idéal par segment. Là, on l'a en prenant la donnée de choses qui sont confondues. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il manque cette notion d'optimisation, quoi. Dernière question, parce que tu l'as pas mal abordé aussi, un peu par-ci par-là dans les échanges qu'on a eus, mais 3 modèles, je l'ai dit aussi un peu en intro, mais 3 modèles de rémunération variable très différents entre Apple, Welcome et Tim Taylor. Là, tu viens de nous dire quasiment 23% de net sur la partie REM variable chez Tim Taylor.
qu'est-ce que ces trois modèles t'ont appris entre pas de variable, un variable collectif, un variable individuel? Qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que tu ressors un petit peu de chacun de ces expériences? C'est une super question. Je pense, tu vois, si je dézoome, déjà ce que ça m'a appris, c'est que les trois modèles marchent. Il n'y a pas un modèle qui dans les équipes commerciales qui marche et sur lequel il faut avoir trop de conviction. Et il faut un peu comprendre pourquoi ça fonctionne et un peu tu vois, se faire confiance sur le fait qu'on peut le challenger quand à un moment quelque chose ne marche pas. Si on creuse, Apple est capable de le faire parce qu'en fait les gens ont tellement envie d'imposer le produit. Donc ça fait partie de la culture de la boîte que le rêve des équipes commerciales chez Apple, c'est que le maximum de personnes utilisent un iPhone, utilisent des AirPods, utilisent un Mac, utilisent un iPad. Et donc, tu motives les équipes commerciales basées sur le fait que tu as le meilleur produit du monde et qu'il faut l'imposer et qu'il faut le distribuer. Donc ça, c'est un moyen de motivation des équipes commerciales qui vient d'une culture produit qui est extrêmement forte. Et ça marche très bien. Et les gens font des deals à... Tu fais des deals à... Moi, j'ai déjà fait un deal à 1,5 million, t'as pas de commission et t'es content pour Apple. Et tu restes chez Apple, tu vois. Je suis resté 8 ans et les équipes, elles ont la meilleure rétention possible et t'es sur des salaires qui sont 2 fois plus faibles que dans le SaaS. Et donc, t'es capable de motiver des gens très intelligents et hyper cool à faire des ventes parce que t'as une culture produit qui est exceptionnelle. Deuxième, chez Welcome, t'as envie de participer à une philosophie. Et les équipes commerciales, elles ont envie de participer à un modèle collectif et elles ont envie de participer à une philosophie où ce que t'espères, c'est aider les boîtes à monter dans le train de l'attraction des talents et de changer leur vision sur le monde du travail. Et donc, t'es engagé sur le fait de participer à une mission de dingue. Et les équipes, comme c'est quelque chose qu'on estime de profondément collectif, cette réussite, et parce que je pense que ça fait partie des valeurs de la boîte que Jérémy et Bertrand ont créé, le modèle de rémunération et le modèle variable se reflètent, tu vois, ils participent. En gros, chez Welcome to the Jungle, tu es sur un modèle où c'est 80% de ton fixe, enfin ton package, c'est 80% de fixe, 20% de variable, et sur le variable, il est décomposé en trois volets, 50% qui est lié à ta perf individuelle, 25% qui est lié à la perf de ta sub-team, tu vois, l'équipe commerciale dans laquelle tu es, et 25% de l'équipe commerciale au global. Ce que ça crée, les bénéfices que j'ai pu voir, c'est que tu as un effet d'entraînement qui est extrêmement positif. Les gens sont toujours contents pour une personne qui signe. Et donc ça, c'est hyper intéressant. C'est que comme j'avais besoin qu'il y ait une accélération collective qui soit forte, ne pas être dépendant de la saisonnalité, avoir tout le monde qui participe, ce modèle-là, il était extraordinaire parce que chacun des deals gagnés, tu as tout le monde qui met des commentaires parce qu'en fait, tu as quelque chose qui va forcément cascader sur toi à un moment. Tes sales, tu as 50% du chiffre d'affaires qui va être cascadé par les ventes de ton équipe ou des ventes au global. Et après, il y avait quand même aussi cette notion de, comme on ne connaissait pas encore trop les saisonnalités des différents segments, et ben en fait, tu n'étais pas dépendant de la saisonnalité. Il y a des moments où, tu vois, c'est l'équipe Enterprise qui allait fournir 40% des ventes sur 15 jours sur le mois de décembre. Mais en fait, sur le reste de l'année, elle bénéficiait quand même des 25%, tu vois, des ventes en recurring des autres segments. Et en fait, tout le monde est un peu dans le même bateau à se dire, de toute façon, je vais bénéficier à un moment de l'effort individuel. Et à un moment, tu vois, je pense que c'était plus le bon modèle. Et ça, j'aurais dû être meilleur pour pouvoir convaincre. J'avais soumis une idée, mais je pense que j'ai pas été assez bon pour convaincre que c'était le bon moment. Ou quand on a eu un changement et que c'était devenu plus dur de vendre Welcome, que ça nécessitait, c'était pas plus dur, ça nécessitait un chemin qui était différent, il fallait augmenter l'outbound, où la négociation pour le produit devait être plus forte. Tu vois, j'aurais dû forcer pour expliquer l'intérêt de changer de modèle avec le fait de passer plus en individuel, augmenter la rémunération des deals qui venaient de l'outbound parce qu'en fait ça devenait plus compliqué. Et là tu aurais eu justement les meilleurs AE qui se seraient, je pense, mis dans une posture différente et pour qui ça aurait été aussi plus rentable de vendre. Et donc ça, tu vois, je pense que c'est un learning de quelque chose que j'ai raté. Chez Tim Taylor, le modèle, comme il est 100% individuel, tu vois, mon enjeu à moi, bah, ça me montre quelque chose qui est hyper intéressant. Quand tu as un produit que tu as besoin quand tu veux tester les limites de vente d'un produit, cette rémunération, elle est extraordinaire parce qu'elle permet de voir à quel point tu vas avoir des équipes commerciales qui vont engager la vente, qui vont essayer de convaincre, qui vont avoir des compétences de négociation, de drive for result et de capacité à gagner qui sont hautes. Donc moi, ça m'a permis de voir, tu vois, rapidement
des personnes de l'entreprise qui étaient des très bons sales, qui ont une capacité à pouvoir convaincre un prospect qu'avec un niveau de rémunération plus faible ou peut-être à zéro, on n'aurait pas convaincu. Donc tu es capable de voir des ventes que tu ne vois pas dans d'autres modèles. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et l'enjeu, on va dire pour moi, donc là, j'ai quand même des équipes commerciales, tu vois, qui sont géniales, qui sont plus drivées par ça. Mais quand tu es dans un modèle comme le mien, où désormais c'est une boîte de 520 personnes et j'ai 50 personnes, moi, mon enjeu en tout cas, c'est d'embarquer collectivement 40 personnes dans un modèle individuel. Donc j'essaie souvent là, de prendre des comparaisons, tu vois, ce qui a été différent et ce que j'ai essayé de faire sur les 2-3 premiers mois, c'est d'essayer de voir comment fonctionnent des fois des entraîneurs d'équipe qui ont des gens qui veulent tous performer individuellement, qui font partie d'un collectif. Et en fait, tu as quand même besoin, et ce que je retrouve dans le chemin de ces 4 boîtes, moi j'ai toujours besoin d'avoir une vision claire de où est-ce que je dois embarquer un groupe. Et des fois, c'est juste sur les éléments motivationnels. Chez Apple, c'était le produit et la Mm. capacité à convaincre le maximum de boîtes d'utiliser un produit Apple. Chez Welcome, c'était comment est-ce qu'ensemble, on va réussir à transformer le marché du travail. Chez Tim Taylor, tu vois, je suis en train de construire encore mon narratif sur la première année. Je trouve que tu dois toujours un peu le construire. Je pense que mon argument, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que collectivement, on arrive à imposer Tim Taylor comme étant la TS numéro 1 en France. Mais tu vois, tu as un mix qui est presque sur de la performance individuelle pour aller chercher une position qui est différente où je dois jouer sur une sorte de compétition forte sur la capacité à devenir premier qui est plus haute. Mais parce que c'est lié, je Mm. pense, à l'ADN de la boîte, en sachant que j'ai aussi rejoint une boîte parce qu'il y avait le meilleur produit sur le marché. Donc, c'est plus facile d'embarquer collectivement. Tu vois, quand on a eu, là, on a eu au cours de l'année, pour l'instant, plusieurs mois exceptionnels. Et quand il y a un mois un peu plus dur, et que tu vois, bah, tu as un modèle de rémunération qui est très individuel, je dois beaucoup soutenir la vision collective. Et que par contre, quand on a des moments d'euphorie commerciale, tu vois, on l'a eu sur le mois de juillet, là on est dans un super mois aussi sur le mois d'octobre, là je peux un peu plus jouer sur la compétition, tu vois, entre eux, même si ça reste hyper sain. Mais là, je dois aller chercher les top perfs. C'est dans les moments où on doit aller chercher des top perfs. Et donc, qui est un peu différente en termes de rythme quand tu dois orchestrer ça. Ouais. C'est pas non plus les mêmes profils que tu attires naturellement, parce que c'est pas les mêmes drivers qui vont être utilisés. Donc forcément, tu as des gens qui sont plus intéressés par un driver que d'autres. Donc tu changes aussi un peu le typologie de profil que tu vas attirer. Ah bah t'as raison, tu vois, il y a 3 personnes de chez Welcome to the Jungle qui sont venues là, chez Tim Mm. Taylor. Mm. Ces 3 profils qui avaient envie d'être sur une performance individuelle après avoir vécu l'expérience collective. Et Mm. donc c'est hyper intéressant d'ailleurs de naviguer dans ces boîtes-là pour voir euh, comment tu te sens. Tu vois, il y a forcément un environnement dans lequel tu te sens mieux. Et puis il y a des moments où tu peux aussi changer. Tu vois, j'ai eu une personne de l'équipe qui a adoré le modèle collectif. Tu vois, j'ai une personne de l'équipe d'ailleurs qui était avec moi pendant 5 ans chez Apple, qui a été avec moi pendant 5 ans chez Welcome to the Jungle et qui vient d'arriver chez Tim Taylor et qui en est à ses 6e et 7e mois. Et je pense que tu vois, il est encore dans la phase euh, d'acculturation à un autre modèle, mais il avait envie de découvrir ça. Il avait envie de découvrir et de se tester sur, ok, si je suis dans un environnement où c'est seulement la performance individuelle qui compte, comment je vais naviguer dans ça? Qu'est-ce que je vais Mm. apprendre de nouveau? Qu'est-ce que ça va débloquer chez moi? Et je trouve que c'est Oui. comme travailler dans une startup, après dans un grand groupe, et puis après dans du mid-market. Tu comprends des vitesses d'environnement, des manières de fonctionner qui sont différentes, et il faut trouver le modèle dans lequel toi tu te sens mieux. Ouais, c'est ça. Donc là, t'es arrivé aussi en partie par l'apprentissage, quoi. Et la Hmm. sortie de zone de confort. C'est assez Moi, je intéressant. trouve ça, bah, c'est un peu comme dans la vie, quoi. Exactement. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Après, il faut trouver un environnement dans lequel tu te sens bien. Et en ayant fait 3 tailles différentes, 3 modèles de variables, 3 pays, tu vois, ça marche dans plein de choses. Ce que tu peux, c'est comparer et après, tu arrives à un moment où, tu vois, moi j'ai 40 ans, je comprends un peu mieux les environnements dans lesquels je me sens bien pour, tu vois, performer. Je me sens bien pour continuer de grandir. C'est le bon moment pour te dire, pour conclure, et te remercier en tout cas pour tous ces éléments-là que tu nous donnais qui sont très concrets. Je finis toujours par 3 petites questions signature qui reviennent donc régulièrement à ce podcast en 2 minutes. Si tu devais nous partager un concept ou un framework ou une réalisation qui a changé ta manière de travailler que tu implémenterais et que tu as implémenté peut-être dans chacune des boîtes dans lesquelles tu es passé. C'est quelque chose qu'on m'a appris chez Apple et que je fais maintenant tout le temps depuis 7-8 ans. Et je l'ai eu le framework quand je suis passé manager chez Apple, donc tu passes par des étapes de validation, de process où justement c'est très établi. Le concept, c'est tu crées une vision à entre 2 et 3 ans, basée sur 3 piliers. Tu prends une journée pour ça, et donc tu t'enfermes dans une pièce, tu te mets ta meilleure playlist. J'écoute beaucoup de hip-hop, mais voilà, je me mets quand même du hip-hop qui est
plutôt tranquille. Donc, là, j'ai écouté des chansons de Future. Tu te mets une journée et en fait, tu travailles sur les dynamiques que tu as envie de créer, sur un volet people, un volet innovation, un volet résultat, en sachant que chacun de ces piliers-là va alimenter l'autre et que les résultats sont la conséquence de ce que tu auras créé comme action dans les deux premiers. Dans les volets people, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour l'architecture de ton équipe, qu'est-ce que tu vas faire pour le recrutement, la rétention de tes talents, l'animation de tes talents, leur engagement, le fait qu'ils se sentent bien. Et donc ça, tu as plein de choses que tu peux faire. Il faut choisir deux actions vraiment que tu as envie de mener pendant 1 an ou 2. Je te les donne chez Tim Taylor. C'est pas secret, moi j'adore en plus le partager. Sur la trajectoire People, numéro 1, c'est réfléchir à la meilleure architecture possible sur les 2 prochaines années avec les notions d'introduction de spécialisation. Et le deuxième, c'est comment est-ce que je mixe la culture de travail française et suédoise, notamment dans le coaching des équipes, la capacité à avoir un rythme d'horaire qui soit OK avec les deux cultures et avoir une attention particulière pour les gens sur des moments un peu d'équipe, parce que ça fait aussi beaucoup partie de la culture suédoise. Ensuite, un volet innovation. Donc dans les boîtes qui sont très technologiques, c'est innovation. Dans une boîte comme Tim Taylor, tu vois, je l'ai plutôt mis sur un aspect communauté. Communauté, nous on avait besoin de faire grandir la communauté de nos partenaires. Donc il y a un énorme enjeu pour nous pour consolider le nombre de partenaires, choisir les bons partenaires, avancer avec les bons partenaires pour que ça représente, tu vois, en ce moment on est à 40% du chiffre d'affaires de l'année qui vient des partenaires. Et puis il y avait une deuxième notion qui était justement la notion de notoriété, d'autorité et de confiance dans la marque. Donc ça, c'est toutes les actions qu'on mène avec le marketing. Et le troisième, c'est si tu estimes que sur ces deux volets-là, tu as eu justement les meilleures actions et engagé le meilleur chemin, tu as les résultats. Les résultats, tu vois, on a fixé que nous, on voulait gagner à peu près 700 nouveaux logos sur cette année avec justement des chiffres un petit peu décisifs sur chacun des pans et des segments pour aller vers la position, pour gagner le marché français au début de la deuxième année. Et le deuxième changement sur les résultats, c'est comment est-ce qu'on scale l'outbound. Donc en termes d'outils, en termes d'organisation, en termes d'animation et en termes de profils qui vont venir aussi rejoindre les équipes. Mais donc ce framework-là, tu te crées ça et tu essaies de te faire des convictions extrêmement fortes sur le pourquoi tu dois le faire. Et le pourquoi en people, le pourquoi en innovation et le pourquoi en résultat, ils sont hyper importants parce que c'est ce message-là, ce narratif que tu vas donner à l'équipe et que tu vas garder pendant 1 année ou pendant 2 années. Donc là, on a fait 2 années. Tous les mois, tu fais une photo de où est-ce que tu en es. Sur ces piliers que tu as initiés, est-ce que tu es dans le vert, est-ce que tu n'es pas à la bonne vitesse. Et en fonction de ta propension à pouvoir accélérer sur des sujets, tu réduis, par exemple, ton attention. Il y a un des sujets, tu vois, les partenaires, par exemple, on est en avance sur notre feuille de route à 2 ans. On réduit un peu l'attention et je vais la mettre sur un sujet sur lequel on n'est pas encore, tu vois, dans les temps. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur learning parce que c'est une sorte un petit peu de feuille de route que j'ai fait chez Apple, que j'ai fait chez Welcome et que là, j'ai fait chez Tim Taylor et qui me permet de garder aussi un cap extrêmement clair sur où est-ce qu'on va, qui me permet d'embarquer les équipes, de le partager aussi avec les autres équipes. Tu vois, les équipes support, les équipes marketing, là, le RevOps. Moi, ça me permet aussi d'être, tu vois, en confiance sur la direction qu'on a et de rester dans des prises d'initiative des fois qui vont à chaque fois alimenter ces piliers-là. Si c'est pas dans un de ces piliers-là, tu vois, c'est quelque chose qui va venir en complément et donc ralentir la vitesse que l'on aura pris sur ces trajectoires-là et donc ça me permet d'arbitrer plus facilement. Une vraie notion Ça, de focus, quoi. Du vrai focus, quoi. Une Ouais. manière de rester concentré et de rappeler régulièrement où est-ce qu'on va et la target. Donc le framework, c'est de prendre aussi une journée. C'est le meilleur Ouais. investissement. Une journée sur 2 ans, tu vois, de Ouais, travail. ça va. Pour avoir les idées claires, c'est un bon investissement. Si tu arrives à rester central et à maintenir ton plan à jour, c'est clair que c'est un bon investissement. L'erreur ou la pire fausse bonne idée que tu as pu avoir dans ton expérience depuis que tu travailles? Je sais pas si c'est la pierre, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Quand on change de job, c'est d'essayer de se rassurer sur les premières semaines avec des éléments qu'on maîtrisait précédemment pour l'appliquer sur le nouveau. Et tu vois, je l'ai fait chez Welcome to the Jungle, je me rappelle et je me revois, tu vois, au bout de 2-3 semaines, reprendre les métriques sur le CRM et tu vois, commencer à me faire des convictions, commencer à faire des feedbacks aux équipes sans avoir eu assez de recul et comprendre pourquoi ça fonctionnait comme ça. Et en fait, je pense que je l'ai fait parce que c'était quelque chose que je maîtrisais hyper bien chez Apple, l'analyse de la donnée pour pouvoir prendre des décisions. Et qu'en fait, je suis arrivé dans un monde où tout le monde était hyper smart. C'était un nouveau sujet sur la HR Tech, la marque employeur. Je voyais des gens qui étaient hyper bons sur le niveau de discours. Et en fait, j'ai fait ça pour me rassurer.
comme c'était quelque chose que je maîtrisais, je suis arrivé, puis j'ai Mhm. partagé des recos qui n'étaient pas bonnes. Et donc, ce que je conseille, c'est plutôt pendant 6 semaines d'accepter la difficulté de l'expérience. C'est que tu acceptes la difficulté pendant 6 semaines d'apprendre, de t'acculturer, d'écouter les gens et de ne pas, par réflexe, reprendre, tu vois, quelque chose que tu faisais précédemment et sur lequel peut-être que tu étais reconnu, peut-être que tu étais bon. Et ça va revenir. Et en fait, ça va revenir en étant plus efficient si tu attends quelques semaines parce que tu auras la pertinence de pouvoir mixer ta force avec les éléments que tu auras digérés, tu vois, pendant ce temps-là. Et là, en arrivant chez Tim Taylor, justement, j'ai pendant 6 semaines attendu, fait aucune recommandation, fait aucun constat pour accepter. J'arrivais dans une nouvelle culture suédoise, un nouveau produit, une nouvelle organisation, et j'ai des choses qui m'ont semblé hyper, tu vois, bizarres au départ. Et puis, tu vois, 6 semaines après, déjà, je l'ai trouvé un peu moins bizarre, et notamment le montant de commissionnement et la façon dont ça fonctionnait en termes de rémunération. Bon, en ayant compris la profitabilité du modèle, la façon dont on opérait, on exécutait commercialement, et, euh, et le succès que ça avait sur déjà mondialement, bah, en fait, ma Mhm. recommandation était très différente à la fin des 6 semaines. Ouais, c'est ça, donc le contexte joue autant que l'expertise, quoi. Et un contenu, peut-être un livre, un documentaire, un podcast. Et il y a celui que je t'ai cité qui est plutôt pour les Ouais. gens qui seraient, je vais t'en donner deux, mais les gens qui sont confrontés à la création d'équipes, au recrutement, notamment d'équipes commerciales. C'est une bible, tu vois, je l'ai déjà relu 3 fois, qui s'appelle Sales Acceleration Formula, qui a été créée par l'ancien Head of Sales de chez HubSpot dans la phase de scale. Et donc, il te donne en 6 chapitres quels sont les profils idéaux à recruter, comment est-ce que tu traînes de la meilleure manière des équipes que tu es en train de faire grossir. Mais ça fonctionne quand tu as 3 ou 4 personnes, mais ça marche aussi quand tu en as 40 ou 50. C'est vraiment des phases de scale. Ensuite, sur quel est le type de comportement et de division que tu vas devoir avoir à faire en fonction de ton étape de croissance, les moyens de motivation, de rémunération, d'incentive et d'animation de l'équipe. Et en fait, tu as 200 pages qui te permettent de réfléchir au modèle et de savoir euh, quel modèle appliquer. Et moi, c'est le livre qui a été vraiment mon livre de chevet au démarrage de chez Welcome et que j'ai relu là en arrivant chez Tim Taylor pour me dire, OK, est-ce que je me pose les bonnes questions? Quel est le modèle? Et le deuxième, qui est un livre, je trouve, qui reflète la qualité de l'accompagnement et des choses qui m'ont vraiment marqué chez Apple et qui font partie, moi, des convictions fortes. C'est un livre de Hubert Joly qui s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur et qui montre et qui démontre que vraiment, c'est en mettant l'attention numéro un sur ton équipe, son animation, ta capacité à faire attention à eux, que tu auras les meilleurs résultats et que tu pourras être le plus performant. Et donc moi, ça vient aussi nourrir, pour l'avoir vu chez Apple, chez Welcome et là chez Tim Taylor, toutes les initiatives que tu vas apporter en démarrant par le people, en démarrant tes meetings par des célébrations sur qui est-ce que tu viens de recruter, en célébrant même des départs, en mettant l'attention sur comment est-ce que tu coaches les équipes, c'est quoi les opportunités de développement de ton équipe, comment est-ce que tu travailles même sur l'acculturation de 2 pays pour que on puisse avoir des choses à faire, ou pourquoi est-ce que tu commences par l'architecture d'équipe en premier, en fait, tu auras les meilleurs résultats. People first. Ça sera ça le mot de la fin. Exactement. Valeur aussi importante chez nous, chez Okobo. Donc merci de le remettre en avant une nouvelle fois au micro de ce podcast. Encore un grand merci Adrien pour Merci à toi. cette heure et demie de discussion et tous ces éléments très concrets que tu nous as partagés. Tu reviens au micro quand tu veux. Merci à tous de nous avoir écoutés et bah, écoutez, à très vite pour un nouvel épisode. Merci encore pour l'invitation. Salut. Salut.